Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Donc si vous aimez les questions géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne en cliquant simplement sur le bouton abonner. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut. Si vous n'aimez pas mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du bas. Et puis laissez-moi vos commentaires, je serai absolument ravi d'y répondre. Alors aujourd'hui, on va parler de la question du nucléaire iranien, car c'est le deuxième conflit majeur qui pourrait éclater au cours des prochaines semaines, avec outre une possible confrontation entre la Russie et l'Ukraine, et un possible conflit avec l'Iran est désormais à portée de vue. Alors on en parle souvent de cette question et on parle souvent d'un possible conflit. Alors peut-être certaines personnes commencent à devenir un petit peu sceptiques sur une possible guerre avec l'Iran. Or, je pense que là, si vous voulez, on arrive à un point critique qui pourrait déboucher sur une guerre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, expliquer pourquoi peut-être on arrive, si vous voulez, au bout d'un cycle de négociations qui pourrait donc aboutir à une guerre. Alors, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, donc il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une nouvelle administration qui est arrivée au pouvoir en Iran. Le président Ebrahim Raïssi a été élu donc en juin dernier. Il a pris ses fonctions le 3 août dernier. Et il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que la précédente administration en Iran, conduite par l'ancien président Monsieur Rouhani, qui était plutôt pour faire des concessions aux Occidentaux. Or, Monsieur Raïssi est sur une ligne, on peut dire dure, sur une ligne où il est prêt à un accord, mais pas à n'importe quel prix. Or, ce qui se passe, c'est que justement, on est rentré dans un sixième cycle de négociations à Vienne. Et donc pour la première fois, ce cycle de négociation s'est déroulé avec la nouvelle administration iranienne. Et à ce jour, en ce 12 décembre, donc 2 semaines après l'ouverture des négociations, il n'y a absolument aucun progrès qui a été fait. Et donc cette absence, si vous voulez, de progrès commence à donner des idées à certaines parties, et notamment à la partie israélienne. Quand je dis parti, je veux dire un acteur. Il faut bien savoir qu'Israël n'est pas parti à l'accord de Vienne et donc ne fait pas partie de la délégation des négociateurs. Mais donc, si vous voulez, cela pousse certaines acteurs comme Israël à peut-être envisager des frappes militaires. Et d'ailleurs, l'agence Reuters annonce cette semaine, dans une information exclusive, que le ministre de la Défense, Benny Gantz, aurait discuté avec le monsieur O'Sullivan, donc le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, de possibles frappes militaires contre des sites nucléaires. Alors c'est une information assez importante parce que, si vous voulez, on n'était pas sûr encore jusqu'à maintenant savoir si vraiment les États-Unis vont suivre Israël dans une possible guerre contre l'Iran. Plutôt les États-Unis donnaient l'impression jusqu'à maintenant d'être plutôt peu disposés à soutenir des frappes militaires contre l'Iran et en quelque sorte à se désolidariser d'Israël en cas de guerre contre l'Iran. Or cette information, si elle se révèle exacte de l'agence Reuters, elle montre qu'au contraire les liens entre Israël et les États-Unis d'un point de vue militaire semblent indéfectibles, puisque les États-Unis suivraient Israël dans une guerre contre l'Iran. Donc, ce qui montre bien, encore une fois, que peut-être, ceci d'ailleurs pourrait pousser la partie israélienne à bombarder peut-être plutôt que prévu les sites iraniens. Et d'ailleurs, le Premier ministre israélien lui-même, Monsieur Naftali Bennett, ne se gêne pas pour dire qu'il est lui-même déterminé à confronter le programme nucléaire iranien. Et il l'a fait peu avant. Il a tenu ses propos peu avant l'ouverture des négociations le 29 novembre dernier, ce qui montre qu'Israël est très décomplexé et très à l'aise de parler d'une guerre contre l'Iran pour justement mettre la pression sur les négociateurs. Et parmi ces négociateurs, il y a donc évidemment l'Iran qui est évidemment partie dans ces négociations. Alors l'Iran, elle est sur un petit peu une autre longueur d'onde que les autres parties, puisque elle si vous voulez, essaye de montrer qu'elle est optimiste. Elle, c'est par rapport aux autres parties qui le sont moins. Elle, la partie iranienne, essaye de montrer qu'elle est optimiste et que on peut justement arriver à un accord. Et donc on a eu cette déclaration il y a quelques jours de Ebrahim Raïssi, qui est le nouveau président iranien, en disant que donc le fait que nous ayons soumis des propositions montre que l'Iran est engagé sérieusement dans ces négociations et que si on peut voir dans la partie adverse la même volonté, donc nous aurons
un accord. Tels sont les propos donc du président Raïssi, donc qui fait preuve lui d'un optimisme. Alors la question c'est est-ce qu'il s'agit d'un optimisme réel ou non, car en fait il y a dans le même temps une volonté aussi de la part des autorités iraniennes de continuer à, si vous voulez, à poursuivre l'activité d'enrichissement de l'uranium qui aurait atteint dans certains sites nucléaires 60%, à en croire Monsieur Grassi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc cela signifierait que sur certains sites nucléaires iraniens, l'Iran serait donc très proche d'atteindre ce niveau j'allais dire ce niveau de 90% qui permettrait d'enrichir la matière fissile et donc d'obtenir de passer, si vous voulez, d'un usage civil de la matière nucléaire à un usage militaire. Et d'après les spécialistes, en fait, en réalité, quand on atteint ce seuil on atteint le niveau de 60%, il est très facile d'ensuite d'atteindre ce niveau de 90%. Et donc, c'est une question de jours ou plutôt de semaines, en tout cas, que l'Iran pourrait atteindre le seuil fatidique des 90% et donc pour pouvoir enrichir une arme enrichir, si vous voulez, à un usage militaire la matière nucléaire. Et donc c'est là toutes les craintes de la communauté internationale. Et c'est pour ça que je parle d'ambivalence, car d'un côté, encore une fois, l'Iran veut un accord, veut la levée des sanctions et dit qu'elle est prête à négocier sérieusement, comme le dit le président Raïssi, mais de l'autre, il y a encore une fois, d'un côté, l'Iran poursuit cet enrichissement et encore une fois, à un très haut niveau, 60%. Alors sur certains sites, ce n'est qu'à 20%, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux sites, Fordo et Natanz, sont deux sites supervisés. Et c'est bien pour ça que la communauté internationale est inquiète, car sur certains déjà sites supervisés, on parle de 20% d'enrichissement, mais sur d'autres sites qui ne sont pas supervisés par l'AIEA, on craint qu'en réalité ce soit là que l'Iran, en réalité, enrichisse à des niveaux très très supérieurs que 20%. Et justement, l'AIEA a révélé au 3e jour des négociations à Vienne que donc le processus d'enrichissement avait déjà atteint 20% sur le site de Fordo, puisque là, sur ce site de Fordo, l'Iran utiliserait 166 cascades de centrifugeuses IR6. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, depuis déjà environ quelques mois, environ un an, a commencé donc à utiliser des centrifugeuses très modernes, très efficaces, du nom de IR6, qui désormais sont même utilisées sur certains sites stratégiques, comme celui de Natanz. Alors, il faut savoir qu'en juillet 2021, et pas 2020, c'est une petite erreur, le président Rouhani avait donc inauguré c'est des nouvelles centrifugeuses IR6 qui permettent d'enrichir plus rapidement, plus efficacement l'uranium. Et justement, il y avait eu au lendemain de la visite du président Rouhani un incident sur le site de Natanz, puisqu'on avait ces centrifugeuses IR6 ne fonctionnaient plus. Il y a eu un sabotage sur le site de Natanz, et donc il y a eu ces centrifugeuses IR6 ne fonctionnaient plus, et donc cela montrait que en fait Israël qui était probablement derrière cette attaque, voulait en quelque sorte saboter ces cascades IR6, mais probablement désormais ces cascades IR6 ne sont plus utilisées, seraient probablement utilisées sur des sites non déclarés à l'AIEA, comme le site par exemple de Kharaj, non loin de Téhéran, ou de Parchin. Et donc là, si vous voulez, c'est là où l'inquiétude de la communauté internationale est grande, c'est que l'Iran poursuit, si vous voulez, des activités nucléaires non déclarées, et que l'AIEA donc par définition l'AIEA n'est pas mise au courant des activités nucléaires de l'Iran, et c'est ce qui met en colère, si vous voulez, le patron, le directeur de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est censé, si vous voulez, superviser le programme nucléaire iranien, du fait que l'Iran, depuis 1970, est donc est partie, si vous voulez, au traité de non-prolifération nucléaire. Et en tant que partie au NTP, au traité de non-prolifération nucléaire, l'Iran est donc soumis, si vous voulez, à des inspections de l'AIEA, d'autant plus que l'Iran a signé le protocole additionnel de l'AIEA qui prévoit des inspections. Et donc, c'est dans ce cadre du protocole additionnel que l'Iran
est soumis à des inspections. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques mois, l'Iran n'accepte plus des inspections physiques de l'AIEA, et donc ces inspections ont lieu, si vous voulez, de façon à distance par des caméras, ce qui, si vous voulez, réduit tout de même l'efficacité des inspections nucléaires. Et donc, si vous voulez, désormais, l'AIEA comprend qu'elle peut-être elle perd le contrôle, hein, si vous voulez, un petit peu de la supervision, puisque désormais, comme il n'y a plus d'inspection physique, mais des inspections par voie de caméra, eh ben, peut-être, on pourrait, l'AIEA le conseil en tout cas de l'AIEA, le directoire plutôt de l'AIEA pourrait donc être convoqué en fait ce mois-ci du fait que l'AIEA comprend que l'Iran peut-être désormais n'est plus intéressé en fait à respecter ses engagements, et donc on pourrait assister au cours des prochains jours, probablement avant la fin de l'année, à une résolution condamnant donc le non-respect des obligations de l'Iran. Alors il n'est pas clair à ce jour car quelle pourrait être la valeur juridique d'une telle résolution de l'AIEA, mais en tout cas les puissances occidentales telles que la France, le Royaume-Uni sont déterminées à convoquer de façon urgente le directoire de l'AIEA pour faire passer une telle résolution qui condamnerait l'Iran et donc pousserait en quelque sorte à pourrait donner, si vous voulez, des armes à ceux qui pensent qu'il faut désormais envisager l'option militaire contre l'Iran. Et donc, et d'ailleurs, Monsieur Grassi montre un petit peu son indisposition envers l'Iran. Alors, en tant que diplomate, il répète qu'il veut être neutre, mais tout de même, on sent bien que Monsieur Grassi est très agacé par les agissements de l'Iran, puisqu'il avait déclaré un peu avant la reprise des négociations qu'aucun progrès sur la question de la surveillance n'a été donc réalisé. Et pire que ça, il dit même que désormais, la sécurité des inspecteurs de l'AIEA est en danger en Iran et que donc ils ne peuvent plus assurer leur mission efficacement et surtout en sécurité. Et donc c'est en quelque sorte, Monsieur Grassi, on sent, encore une fois, qui est le directeur de l'AIEA, on le sent qu'il commence à prendre de plus en plus position, à se baser de plus en plus sur les objections, les objections occidentales au programme nucléaire iranien, et on le sent de moins en moins disposé à, si vous voulez, à coopérer avec l'Iran. Probablement, Monsieur Grassi sent que l'Iran est plus disposé à poursuivre son programme nucléaire qu'à trouver un accord. Et c'est également probablement le point de vue de nombreux diplomates occidentaux qui semblent d'ailleurs peu enclins à négocier avec l'Iran. C'est encore une fois les négociations qui ont eu lieu, ce 6e round de négociations qui a eu lieu à Vienne n'a absolument abouti à aucun progrès dans les négociations. Et donc on voit bien que si la diplomatie échoue, et ce qui semble être le cas indéniablement, eh ben, la question qui se pose, c'est quelle pourrait être la prochaine étape? Et donc, comme on a dit, peut-être déjà, il pourrait y avoir une condamnation, si vous voulez, une résolution de l'AIEA. Donc là, on passerait, si vous voulez, à l'étape juridique de condamnation. Mais et après ceci, qu'est-ce qu'une condamnation de l'Iran au niveau de l'AIEA pourrait déboucher? Ceci reste à voir, mais encore une fois, cette information qui a été donnée par l'agence Reuters qu'il y aurait eu des négociations, des discussions à haut niveau du ministre de la Défense israélien et du conseiller à la sécurité nationale américain par la personne de Jack O'Sullivan de possibles frappes indique très bien que désormais, si vous voulez, du côté État américain, on comprend que la diplomatie est échouée et que peut-être désormais il n'y a que la voie militaire pour résoudre la question du nucléaire iranien. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en cas de frappe, les choses ne se passeraient pas de façon aussi simple qu'on peut imaginer, car il n'y a pas que le site de Fordo ou Natanz, qui sont encore une fois les grands sites nucléaires iraniens, qui seraient en jeu. L'Iran a depuis des années éparpillé le nombre, si vous voulez, de sites nucléaires. Peut-être certains ne sont d'ailleurs pas connus du grand public, peut-être même à peine des services de renseignement. Donc ça nécessiterait, si vous voulez, une opération militaire de grande envergure, d'autant que ces sites nucléaires ont été conçus, si vous voulez, pour parer à d'éventuelles frappes militaires. C'est bien pour ça que les autorités iraniennes ont construit ces sites sous la terre pour justement
prévenir des frappes militaires et que ces sites soient détruits par des frappes militaires. Donc, on voit que ceci compliquerait la tâche militaire. Donc, ceci, hein, on voit qu'une confrontation militaire pourrait conduire, si vous voulez, il faut bien le dire, à une escalade militaire majeure, puisque également l'Iran, dans le même temps, mènerait des représailles. Or, je rappelle que l'Iran est présente, en tout cas, des milices pro-iraniennes sont présentes sur un certain nombre de territoires du Moyen-Orient, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, au nord du Yémen. Et donc, si vous voulez, on assisterait à une guerre sur plusieurs fronts. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une escalade majeure, comme probablement le Moyen-Orient n'en a pas vu depuis des décennies. Et donc, on voit bien hein, que désormais, le monde est probablement face à une guerre de grande ampleur dans la région et encore une fois, on ne sait pas jusqu'où pourrait aller une confrontation militaire. Donc, on voit que même si d'un côté on est très inquiet, si vous voulez, des activités nucléaires iraniennes, les diplomates occidentaux aussi comprennent que si une escalade militaire aurait lieu, ceci aurait des implications majeures sur toute la région du Moyen-Orient et bien plus que ça peut être dans tout le reste du monde, puisque ceci évidemment aurait des conséquences économiques majeures avec une hausse des prix du pétrole qui déboucherait sur une inflation bien plus importante que ce qu'on connaît actuellement dans les économies mondiales. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le monde est désormais dans une situation extrêmement préoccupante du fait d'une possible confrontation militaire contre l'Iran menée par l'armée américaine et israélienne. Donc on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention de possibles développements qui pourraient avoir lieu sur la question du nucléaire iranien, dans les prochaines semaines.